j'ai organisé la session en une présentation initiale. Je voulais en fait présenter mon parcours puisque c'est le moment donc voilà pour me présenter auprès de toute l'équipe. Donc comme ça, vous pouvez comprendre aussi mon background et voilà d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Et puis après, je présenterai le projet donc FSR que j'ai commencé en septembre. Le projet s'appelle Transferring Knowledge in the Nunnery. Donc, voilà, le but du projet est, de manière large, d'analyser les modes de transmission des savoirs et les savoirs aussi conçus de manière très large, démoniale dans l'espace conventuel. Et pour faire ça, j'ai choisi l'étude des sources d'un couvent. Mais c'est bon. L'étude d'un couvent qui s'appelle Santo Domingo el Real de Madrid dans les 14e et 15e siècles. Alors, voilà, j'aimerais donc commencer avec les recherches de doctorat, puisque je trouve qu'il y a une logique. Je me rappelle que j'essaie d'éteindre l'imprimante. Ok, c'est bon. Oh. Ok, maintenant, donc, voilà, cette recherche s'inscrit dans les analyses que j'ai commencé dans mon doctorat. J'ai réalisé une thèse qui s'intitulait Cuando viene Respicho, palabra, imagen y meditación en las obras de Marguerite Duin, donc parole, image et méditation dans les œuvres de Marguerite Duin. Je l'ai soutenue en décembre 2015 à l'université Pompeu Fabra de Barcelone et ensuite a été publiée aux éditions Siruela de Madrid sous le titre Escribir y meditar, ce que vous voyez ici. La thèse a été conçue et réalisée au sein d'un groupe de recherche qui s'appelle Biblioteca Mística et Filosófica Alois Maria Haas. En fait, donc Alois Maria Haas, c'est un professeur suisse spécialiste de mystique et enfin, mystique médiévale et moderne. Et le groupe de recherche est né à partir de la donation de la bibliothèque personnelle d'Alois Maria Haas, qui est un fonds de 80 000 volumes sur l'histoire des religions, sur spiritualité, sur art et philosophie, tout en rapport, disons, avec la religion. Et à partir donc de cette donation, en deux parties, 40 000 et 40 000 volumes, on a créé donc ils ont créé ce groupe de recherche, ce groupe d'interprétation. Et j'en parle là parce que je trouve qu'il y a pas mal de synergie avec GMK, puisqu'il s'agit, donc là, vous voyez, ça c'est la bibliothèque, c'est déjà un lieu très très beau. Mais en plus, voilà, c'est un groupe de recherche qui s'inspire beaucoup de cette idée de art, esthétique, philosophie et religion. Et même si moi j'ai été le dernier d'une génération, enfin, le dernier de la dernière génération en fait, et après il y a eu une pause. Maintenant ça reprend un nouveau élan avec des nouveaux financements et il y a des activités d'art, d'exposition, aussi d'enseignement évidemment. Et même des fellowships artistiques, comme dans ce cas avec Valère Navarina, ou des fellowships aussi de recherche. Donc, je crois que ce serait vraiment très intéressant de reprendre, avec ce nouveau élan, disons, de ce groupe de recherche, reprendre ou entreprendre plutôt une espèce de lien avec le GMK, parce que je crois que vraiment l'approche est très similaire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur esthétique et mystique, il y a toute une ligne sur phénoménologie de la vision, donc le phénomène visionnaire et le statut de l'image, etc. Et donc, ma thèse doit s'inscrire ou doit se comprendre dans ce contexte. J'ai ensuite proposé, voilà,
J'ai ensuite donc proposé un postdoctorat à Aix-Marseille Université. J'ai pu élargir là mon champ d'études qui avait deux objectifs principaux. D'une part, réaliser une étude comparée des pratiques de l'écrit des religieuses du sud de la France, donc surtout de la Provence, et d'autre part, élaborer une base de données qui pouvait présenter ces informations. Et je me suis concentré sur les sources pour étudier ces pratiques d'écriture, donc surtout les inventaires. J'ai beaucoup travaillé sur les bibliothèques et les fonds, disons, de volumes qui étaient dans les monastères, mais aussi tout ce qui était autour des pratiques de spiritualité et les activités d'enseignement. J'ai pu aussi, à ce moment-là, commencer à travailler sur les discours mémoriels des communautés, sur les fondatrices, par exemple, sur les saintes et vivées, donc les saintes vivantes, celles qui sont considérées de son vivant comme saintes. Donc, tous ces discours de hagiographie qui est très identitaire finalement. Et cela a été un moment de beaucoup de questionnements, de beaucoup de lectures, d'autres champs comme l'archéologie, l'architecture, la liturgie ou la musicologie, que je crois qui m'ont beaucoup aidé à comprendre le phénomène de la culture monastique comme un phénomène très global. Et c'est surtout, par exemple, une des journées d'études que j'ai organisées, Inside the Nunnery, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup marqué pour la suite, disons, et surtout enlever ma vision ou la perspective qui était concentrée sur l'écrit à d'autres choses et notamment la culture matérielle. Je trouvais que il fallait relier tout ce que j'étudiais, toutes les sources écrites que j'étudiais avec aussi la culture matérielle, dans le cas où, évidemment, on en a. Et aussi tout ce qui est donc l'espace. Vraiment, le titre de cette intervention était en action, tu vois, spiritualité en action. Donc, c'était à partir de ce moment-là où j'ai commencé à penser à cette idée de comment activer les textes. Et donc, un des principaux résultats de tout ce projet a été de comprendre que les textes produits ou utilisés dans les espaces conventuels doivent être compris comme un objet en relation directe avec les espaces, les chants, la musique, les autres objets, le corps, ou encore les images, le mobilier, etc. Et cette conviction m'a enjoint à présenter une candidature au contrat postdoctoraux de l'EHESS pour l'année d'après, qui prolongeait les analyses précédemment réalisées. Ainsi, cette année, j'ai travaillé, c'était l'année 2018-19, j'ai travaillé sur la performance théâtrale et dramatisée des différents types de textes dévotionnels que j'ai pu identifier grâce aux recherches menées dans le projet précédent. Donc, je me suis intéressé à l'aspect performatif des pratiques de spiritualité et aussi aux représentations ou les mises en scène de type liturgique avec une dimension communautaire en rapport avec la création ou le développement des compétences lettrées religieuses. C'est-à-dire, je me suis intéressé à ce moment-là soit à la performance de l'extase, qu'on appelle performance de l'extase, donc comment on décrit de manière corporelle, disons, ce qui se passe pendant l'extase dans ces sources-là, ou aussi, excusez-moi, des textes qu'on a compris qui étaient, disons, lus ou qui étaient, disons, littéraires, alors que c'était plutôt des représentations qu'on appellerait maintenant théâtrales. Et j'ai travaillé pendant ce temps-là, par exemple, sur Juana de la Cruz, qui était une tertiaire franciscaine du XVe siècle en Espagne, entre XVe et XVIe siècle. Et on connaît son témoignage grâce à deux livres, deux volumes, le Livre del Conorte et le Livre de la Casa, qui contiennent les deux, parmi des aspects biographiques, aussi des drames liturgiques et des sermons théâtralisés. Donc, dans ce cas, c'était plutôt pas seulement l'aspect de la performance de l'extase, mais plutôt aussi des textes qui étaient conçus pour être dramatisés, on pourrait dire ça, ou théâtralisés. Enfin,
Après tout cela, j'ai vu qu'il y avait une source magnifique qui n'avait pas été étudiée, qui est donc le BN, donc Biblioteca Nacional d'Espagne, inscrit 7495, et qu'on appelle Libro de Devociones y Oficios. Pourquoi c'est une source très importante? Parce que d'abord, c'est un livre liturgique qui a été conçu et composé par une femme, une prieure qui s'appelle Constanza de Castilla. Et ça a été juste étudié de manière codicologique par un codicologue. C'est une analyse très juste, disons. Mais évidemment, je trouve que c'est un livre, un volume qui peut aller vraiment au-delà de toutes ces études aussi codicologiques. Oui. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non. Il y a un participant qui nous rejoint, je l'ai laissé. D'accord. Parce qu'en fait, moi, je ne vois rien du coup. Si jamais il y a un problème, vous me dites. Hein. Alors, pour présenter la source et mon approche à tout cela, j'ai divisé la présentation en 4. D'abord, je vais expliquer un peu l'histoire du couvent très rapidement. Après, un peu de ce qu'on sait ou ce qu'on connaît de l'auteur de Constanza de Castilla. Je vais me concentrer sur la source en soi, le manuscrit en soi, Libro de Devociones, et à la fin, donc, le projet, comment j'envisage tout cela, avec une édition numérique de la source, et puis l'analyse et le questionnement de ce projet. Donc, du coup, le couvent s'appelle Santo Domingo el Real. Il a été fondé au début du XIIIe siècle, en dehors des enceintes de la ville de Madrid. Ici, vous voyez donc le Madrid médiéval. Et c'était juste en dehors. Quant à la physionomie du monastère, on voit une partie centrale dédiée au monial de chœur, comme traditionnellement on faisait, avec ici donc la chapelle, les cloîtres, il y avait 2 cloîtres, et ensuite 2 espaces collatéraux, surtout pour le personnel de gestion, les legs, etc. Le couvent est à présent disparu, mais il reste encore dans cette partie aujourd'hui très centrale de Madrid, des dénominations ou des endroits qui nous rappellent son importance. On a la Plaza de Santo Domingo ici, on a la Cuesta de Santo Domingo, et ici, juste là où vous voyez le mouse, c'était la façade de l'édifice ancien. Vous voyez ici avec, oui. Donc, ici, vous voyez la fontaine et ici la façade. En ce qui concerne l'histoire du couvent, très rapidement, il a été fondé en 1219 par Domingo de Guzmán, donc le fondateur de l'ordre, là où il y avait depuis quelques années une communauté de frères prêcheurs, et là il a voulu par contre dédier les fils à des moniales. Cela faisait donc le premier couvent des moniales dominicaines de la péninsule ibérique. Après, en 1257, il y a eu des travaux importants pour la construction d'une chapelle, du cloître, disons de toute la structure importante de ce monastère, de ce couvent. En tout cas, les sources parlent de couvent ou monastère de manière indistincte. Après, puis, donc, on retrouve la période correspondant au prieuré de Constanza de Castilla, c'est celle qui m'intéresse moins, qui a renouvelé profondément la physionomie du couvent et de la vie culturelle. Donc, pas seulement, c'est pas seulement ce qu'on appellerait maintenant une auteure ou une autrice qui a écrit, mais évidemment une personne qui a entrepris beaucoup de changements dans tout le couvent, y compris évidemment les espaces architecturaux, qui étaient, enfin, au moins c'est mon hypothèse, tout ce changement était en rapport avec un changement liturgique. Un changement de liturgie implique aussi un changement d'espace, etc. Après, à partir de 1550, le couvent devient vraiment moderne, baroque, avec beaucoup de changements, etc. Je vais passer tout cela, ce n'est pas vraiment important. Finalement, il a disparu, c'est dommage, mais au moins, c'était assez tardivement pour garder pas mal de culture matérielle qui était dedans. Donc, on n'a plus de traces du couvent, mais on conserve quelques images un peu
vieilles du 19e siècle, quelques gravures aussi d'époque moderne jusqu'au 18e, qui nous donnent une idée de différentes parties, comme par exemple cette abside gothique mudéjar, qui évidemment a disparu. Aussi l'institution d'un panthéon royal pendant la période du prieuré de Constance de Castille. Le chœur démonial refait au XVIe siècle, donc ça c'est déjà un peu trop tard pour ce qui m'intéresse. Cela a été fait, cette réforme a été faite par Juan de Herrera, qui était l'architecte et l'artiste en charge de la construction de l'Escorial. J'imagine que ça vous parle. Et la façade donc, principale en style de la Renaissance, avec les 3 arches en plein centre et la pente caractéristique de cette cuesta de Santo Domingo. Donc tous ces changements ont pu être réalisés par le soutien très très important des bienfaiteurs, parmi lesquels on y trouve évidemment une partie importante de la noblesse castillane, mais surtout des différentes familles royales. C'est pour ça que, évidemment, on l'appelle Santo Domingo el Real. C'est vrai que El Real, il y en a beaucoup en Castille ou en Couronne d'Aragon. C'était juste pour dire que c'était soit Panthéon royal, soit c'était un objet, disons, de bienfaisance ou de patronage, ou de mécénat, pardon, de la famille royale. Ici, vous voyez donc différentes donations, différents privilèges qui ont été donnés. Moi, je mettrai l'accent sur celui-ci, par exemple, Sancho IV, qui a donné la Madonna de Madrid, qu'on appelle la Madonna de Madrid, qui a été une vierge, une statue qu'on conserve encore et qui est liée à un des textes de ce manuscrit que je vais vous montrer. Et évidemment aussi Enrique III qui a fait la chapelle. Bon, même s'il est disparu, donc on conserve une grande collection de cultures matérielles que le couvent possédait et qui est liée à des pratiques dévotionnelles et rituelles démoniales, parmi d'autres, donc cette Madonna de Madrid dont je parlais tout à l'heure, du premier gothique, qui, selon Mercedes Pérez Vidal, une collègue et copine, historienne de l'art, serait portée en procession pendant le chant d'une des parties du manuscrit en question ici, du Libro de Devociones y Oficios. Ensuite, vous voyez, donc, on conserve encore aussi les sépulcres de Pedro I, qui était le grand-père de Constanza, et de Constanza même. Et puisqu'on a aussi toute une partie dans le manuscrit de textes reliés à des offices funéraires, moi, je pense qu'il y aurait donc une certaine partie de ces textes qui seraient liés à cette culture matérielle, donc à ces 2 sépulcres qui ont été en fait installés dans le monastère. Celui de Pedro I, il était dans la chapelle, celui de Constanza dans le chœur démonial. Et puis, on a une grande collection de Jesucitos, de petits Jésus, de petits enfants. Mais le plus tardif serait celui-ci, qu'on dit appartenir à Constanza. C'est une inscription derrière qui dit qu'il appartenait à Constanza, mais c'est impossible parce que c'est un peu plus tardif. Hein. Constanza, il meurt à la fin du 15e, et là, c'est au moins une statue du 16e siècle. En tout cas, les moniales, elles ont encore, même si elles ont été relogées dans un autre monastère, ils ont repris, ils ont encore en possession d'elles beaucoup de cette culture matérielle. Et ce serait donc très intéressant d'essayer de faire sortir un peu toute cette culture. Alors, quant au corpus de sources, c'est énorme. C'est un monastère très important que vous voyez. Ça a été relié donc à la monarchie, à l'aristocratie. Donc, évidemment, il y avait pas mal de possessions, pas mal d'importance disons, dans la politique même de l'époque. En tout cas, moi, je dirais qu'il y a tout cela, enfin, c'est ce que j'ai trouvé et c'est ce que je dois consulter.
Je devais aller à Madrid en janvier, février. Ça n'a pas été possible à cause du Covid. Il y avait, en fait, la Bibliothèque nationale était ouverte, mais tous les autres non. Et donc, c'était un peu difficile. J'espère pouvoir y aller, en tout cas en avril, mai. Maintenant, par exemple, ils sont tous ouverts, les archives, même s'il y a des petits problèmes pour aller de l'un à l'autre. Bon, je verrai. En tout cas, l'idée, donc, c'est d'y aller entre avril et mai. Donc, quant aux sources, on a des sources évidemment administratives, des sources de gestion, des sources de la pratique. Et pour moi, c'est important parce que, comme les études récentes le confirment, les sources de la gestion de la vie commune, c'est-à-dire la supervision de l'administration, les affaires juridiques, l'intendance, tout cela montre les différents décrets de maîtrise de ces codes par les moniales dans le cas où ça a été fait ou contrôlé par les moniales. On trouve une alternance dans ce monastère entre les frères, les moniales et ce qu'on appelle majordomes, ce seraient des administrateurs, disons, séculiers ou laïcs, plutôt. Donc, c'est très irrégulier et ça varie beaucoup pendant les époques. Donc, ces premiers ensembles étant composés de nombreux actes de vente, des gestions de biens, des contrats d'entrée de novices, ainsi que de documents de l'administration des chapelles royales, et montrent la manière dont les moniales s'inscrivent dans les activités temporelles et quotidiennes. Après, on a différents contrats, des travaux qui nous montrent des besoins architecturaux liés parfois à des besoins ou à des pratiques liturgiques et qui nous permettent donc de reconstruire, dans la mesure du possible évidemment, des planimétries pour voir par exemple les processions, par où ça passait, ou quand on nous parle du noviciat, je crois en français on dit noviciat, donc la petite école de novices ou l'espace pour les novices, où est-ce que ça a été, etc. Après, on a évidemment les correspondances et les chroniques qui nous montrent donc, des permissions, des privilèges, mais aussi beaucoup de pratiques, disons, des fêtes. Les chroniques, par exemple, c'est très précieux comme source parce que ça nous montre voilà, qu'est-ce qu'on faisait pour la Pentecôte, qu'est-ce qu'on faisait pour l'Avent, le Noël, etc. Les grandes fêtes sont décrites dans les chroniques de l'ordre aussi. Et enfin, donc, pardon, la culture matérielle, dont je viens de te parler, donc tous ces objets, les images, etc. Même si je crois qu'il y a pas mal d'images aussi qui ont été séparées ou qu'on ne connaît pas, disons, qui ont circulé autrement à partir du 19e siècle. Mais bon, ça sera très difficile de relier. Et enfin, il y a deux manuscrits, donc le livre de Devociones Oficios, que je présenterai tout à l'heure, et aussi le Codex Matritensis, le Codex de Madrid, pardon, qui est aussi un volume qui contient des textes liturgiques et dévotionnels de la fin du XIVe et XVe siècle. Et pour moi, c'est très important. Donc, avant de passer au livre de Devociones, je vais en parler un peu parce que c'est aussi important pour mon projet et je vais faire beaucoup d'études de comparaison entre les deux. Là, je crois que voilà, il a un rapport très étroit avec les livres de Devociones. Il s'agit d'un recueil où on trouve compilé des textes dévotionnels, liturgiques, pour être lus, chantés et représentés théâtralement. L'ambivalence entre l'usage communautaire, donc liturgique et privé, est ici important, mais aussi l'usage performatif, ainsi que l'articulation entre le latin et le vernaculaire. Il y a par exemple des explications, des glosses et des implications du latin en espagnol. Il y a parfois deux synonymes. Tout cela sont des aspects donc, qu'on retrouve aussi dans notre manuscrit et, comme moi, font penser à peut-être un possible usage, disons, doctrinal ou pédagogique. Si vous voyez donc différentes caractéristiques, mais aussi, vous voyez les contenus. C'est assez intéressant. Il y a par exemple le modus orandi, c'est un manuscrit très connu pour les médiévistes surtout,
surtout, on connaît cette copie-là, qui est celle de la Vaticana, où il y a toutes les manières les 9 manières de prier que Saint Dominique aurait établies. Mais dans ce cas, dans le livre, la copie, on a 3 copies. La copie de Madrid, de Santo Domingo, elle n'est pas illustrée, il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas d'enluminure, mais le texte est absolument le même. Après, il y a par exemple une composition en cégel. C'est une composition poétique d'origine arabe, mais installée dans toute la culture ibérique, qui a été écrite directement par une des moniales, c'est anonyme, et après d'autres œuvres plutôt, disons, cultes ou des œuvres, comment dire, traditionnelles de la culture monastique, non, comme Hugues de Saint-Victor, Ars Moriendi, etc. En tout cas, je crois que c'est un petit joyau et c'est vraiment très important de l'avoir à côté, dans le même monastère que celui du Livre de Devociones. Alors, pour Constanza de Castilla, ça va être aussi assez rapide. Ça, c'est très important de comprendre juste que Constanza avait vécu dans un climat politique très complexe et elle était issue de la famille royale, donc elle a vécu tout cela. Son grand-père, Pedro I, celui qu'on a vu dans le sépulcre, avait été assassiné par son demi-frère. Et à partir de ce moment-là, on commence la dynastie des Trastámara. Le père de Constanza, donc Juan, est emprisonné et forcé à se marier. Et dans ces circonstances, il y a une espèce de réconciliation entre les deux familles ici, avec le mariage de Catalina de Lancaster, qui est cousine de Constanza, et le fils de Enrique II, donc de celui qui avait tué, disons, son demi-frère. Quand Constanza naît, on nous dit que pour peur de la voir comme une candidate au trône, Catalina de Lancaster, sa cousine, lui conseille, ou la force, ça on ne saurait jamais, à rentrer à Santo Domingo el Real. Même si parfois, on pourrait, il y a des hypothèses qui disent qu'elle a pu rentrer dans un autre couvent avant, mais en tout cas, ce n'est pas important. En tout cas, pendant son prieuré, elle a pu réaliser plusieurs travaux. Non seulement elle a édifié son palais, son cloître, mais aussi a refait, entre autres, une partie de l'église, a construit une chapelle spéciale pour accueillir les dépouilles de son père et de son grand-père. Et les deux, elle le fit transférer et enterrer dans le couvent. Elle a surtout composé le livre de Devociones, que vous voyez au milieu, un volume liturgique réalisé ou commandé par une femme, ce qui n'a pas de précédent dans la péninsule ibérique, et on en a très peu de cas dans toute l'Europe médiévale. On pourrait penser par exemple à Caterina Vigri à Ferrara en Italie, et il y a aussi un cas en Allemagne, mais c'est assez rare. Elle aussi se fit enterrer dans le couvent, et plus précisément dans le chœur démonial. Cela répond à un intérêt mémoriel, de la mémoire individuelle, mais aussi de la mémoire familiale. Vous voyez le blason de Castilla, et communautaire, puisque possiblement des rites établis dans le livre de Devociones devaient se faire autour de son sépulcre, puisqu'il était dans le chœur. En plus, dans le sépulcre qu'elle a commandé et qu'elle a fait situer dans les chœurs démoniales, elle est représentée comme une moniale exemplaire, un acte d'oraison, en tenant un livre entre ses mains. Je crois que là, Isabelle, je crois que ça va lui rappeler un peu celui d'Isabelle de Portugal, même si le livre est ouvert. Mais c'est vraiment la même époque, celui d'Isabelle de Portugal de Burgos. Alors, une des questions principales qui a un poids important pour l'interprétation du livre de Devociones, selon moi, est de comprendre pourquoi elle a écrit cela, ou elle a fait écrire cela. Est-ce que ça répond à un intérêt personnel? Est-ce que ça répond à une volonté de mettre par écrit des pratiques qui s'est réalisées auparavant? Ou par contre, est-ce que c'est une épuration de la liturgie locale par une création ex novo de nouveaux rites? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a vraiment pris cela d'ailleurs ou inventé cela? On ne sait pas. Ou encore,
est-ce qu'on peut considérer Constanza comme faisant partie d'un mouvement de réforme observante? Et cela, ça peut créer beaucoup de problèmes, de conflits, disons. Même si l'institution en charge de la réforme de la péninsule ibérique fut instaurée en 1467, donc un peu tard pour, disons, pour la vie de Constanza, un des piliers de cette réforme était l'homogénéisation de la liturgie par le phénomène de migration liturgique. Et cela a été très bien étudié par Gisela Muschiol. Ou alors aussi, on a fait des remplacements de livres. Par exemple, plus tard, dans le XVIe siècle, il y a le remplacement des manuscrits par des imprimés. Et cela, ça a été utilisé comme agent, disons, de changement ou de réforme. Par contre, les piliers de la réforme observante, mis en place par l'ordre des prêcheurs, ne s'accordent pas du tout avec la gestion, disons, la gestion de Constanza, ni avec son comportement et le luxe de sa vie conventuelle, qui sera plus conforme avec, disons, le monachisme cistercien de quelques siècles avant. C'est vraiment des monastères, disons, très aristocratiques, ni avec l'obligation de clôture. Dans ce cas, c'était un monastère de clôture, mais elle n'était pas du tout respectée, ni enfin avec la volonté de contrôle du couvent par des vicaires, qui était très courante dans la réforme observante, en tout cas ibérique. Et dans ce cas, ce n'est pas le cas parce qu'elle fait toujours appel à des administrateurs laïcs ou à des notaires laïcs. Disons que il y a une petite friction avec ça. Par contre, Fray Luis de Valladolid, qui était un des réformateurs, c'est celui qui octroie à Constanza des privilèges propres d'un monastère aristocratique. Et en plus, on retrouve avec Fray Esteban de Sotelo, en 1451, la possibilité, le privilège de pouvoir lire, de pouvoir suivre la liturgie faite par Constanza dans un autre couvent. Donc, on ne comprend pas vraiment quelle serait la place, disons, de l'ordre, ou quelle serait cette idée de réforme. Est-ce que c'est vraiment une réforme? Est-ce que c'est un truc vraiment local? Voilà, c'est compliqué et j'espère en tout cas pouvoir l'expliquer. Je me suis planté. Ah oui, par contre, j'avais ça pour expliquer la migration liturgique, mais c'est pas important. Du coup, donc il faut comprendre tout pardon, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le livre de Devociones y Oficios, même s'il a été longuement considéré comme un dévotionnario, il a été appelé dévotionnario dans tous les inventaires de la Bibliothèque nationale, ou livre d'oraison, ou breviario parfois, donc étiqueté comme livre d'heures, comme bréviaire, etc. La vérité est que c'est clair que c'est un livre aussi communautaire. Vous voyez ici les caractéristiques, il est en parchemin, il n'est pas très très grand comme livre, il est écrit en lettres gothiques qui est un peu, comment dire, daté pour l'époque, c'est peut-être le style liturgique de l'époque. La date d'écriture pourrait varier entre 1451 et 1474, et probablement ce fut une composition longue et lente avant vraiment l'écriture. Il présente des marques d'usure, des frictions, mais la lisibilité reste bonne. Dans la marge, la lecture est parfois difficile, surtout pour les annotations en marge. En tout cas, les codicologues qui ont étudié le manuscrit présentent plusieurs interprétations. On pense à l'œuvre de copiste professionnel ou à une œuvre autographe de Constance. Cela reste vraiment à prouver et moi, je m'en douterais. En tout cas, il y a 2 mains pour presque tout le manuscrit entier, et après, il y a 3 mains vers la fin pour tout ce qui est le rite funéraire et l'ars moriendi. Donc, c'est peut-être possible que ça a été fait même après la mort de Constanza, cette partie de l'ars moriendi, on ne sait pas.
En tout cas, c'est clair que c'est une longue tâche parce que les mains sont très différentes et même ça pourrait donc être des mains à différentes époques. Quant à, donc vous voyez ici, par exemple, les deux types d'écriture. Quant à, donc, bon, les caractéristiques d'un manuscrit, non. Ici, il y a des drôleries, c'est vrai, mais il n'y a pas de rapport avec le texte. Il n'y a pas d'initiale historiée, mais par contre, il y a des lettres ornées, comme vous voyez ici, les lettres capitales ou les majuscules, je ne sais pas comment dire, ornées et bien décorées en or. Au contour, on trouve vous voyez ici, là, donc les drôleries, des décorations, parfois des motifs végétaux. Enfin, c'est typique d'un livre riche de l'époque, avec donc les rubriques aussi, les pieds de mouche. Quant à l'autorité, le authorship de Constanza, puisque là, c'est donc tout un sujet, moi je crois que dans ce cas, ce n'est pas une question. En fait, ce n'est pas important qui a écrit, qui a été le copiste, mais en tout cas, l'auteur a été considéré Constanza. Il y a plusieurs endroits du texte où on nous explique cela. Il dit la prière qui suit a été composée par une sœur de l'ordre des prêcheurs de Saint-Dominique, qui est une grande prêcheresse. Elle demande à quiconque l'a dit de penser à elle. Et elle supplie le Seigneur de faire partie de sa récompense. Ceci doit être dit avant la communion. Après, on trouve aussi un autre moment où il dit Seigneur, yo Constanza, Seigneur, moi, Constance, ton esclave, je connais ma simplicité qui est grande. Et là, il dit humblement, je supplie ta clémence. Et si j'ai composé, écrit ce livre, ce n'est que pour ta louange, etc. Donc, elle utilise composer, écrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on ne sait pas et on ne le saura pas. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une volonté de marquer l'appartenance et l'origine ou l'autorité, l'authorship. Pareil, ici, les heures qui suivent ont été ordonnées, arrangées, composées. On utilise ordonné en espagnol. C'est difficile de trouver maintenant un synonyme. Et encore une fois. Hein. Donc, quels sont les contenus? Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? On trouve un peu de tout, disons. Par exemple, je vais juste souligner le premier, par exemple, la prière sur la vie de Christ. C'est un texte nouveau. Je n'ai pas trouvé de correspondances ou des imitations ou des textes similaires. Il semble personnel, en première personne. C'est spécial pour une femme, c'est orienté vers les femmes parce que tout est conjugué ou accordé plutôt au féminin. Et c'est spécial pour les dominicains puisqu'il y a une présence spéciale des saints patrons de l'ordre. Hein. Il suit la vie de Christ, mais c'est plus ritualisé que la Vita Christi, qu'on commence à trouver à ce moment-là précisément, même dans la péninsule ibérique. Donc peut-être il y a des parties qui étaient chantées, en tout cas c'est un caractère liturgique très clair, et il y a des éléments, par exemple comme le Gloria, le Kyrie, le Fils de vin, les hymnes, etc., qui ont voilà, cette allure vraiment liturgique. Après, c'est très intéressant, celui qui m'intéresse le plus, Hora de los Clavos, las Horas de los Clavos. En 1613, on trouve par exemple un commentaire d'un dominicain qui parle d'une fête qui se tenait à Santo Domingo el Real et où on célébrait les 5 clous de Jésus-Christ entre Noël et Pâques et on faisait une représentation. Donc là, ce serait un des indices, que cette Hora de los Clavos pouvait être une espèce de représentation théâtrale type mystère de Pâques ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, donc vous voyez tout le reste, il y a un peu de tout, il y a même des lettres, il y a des prières, etc. Est-ce que c'est communautaire? Est-ce que c'est individuel? C'est vraiment difficile à savoir avec nos catégories d'études
qui peut-être ne collent pas vraiment avec les vrais usages. Et comme Susan Boyton, une spécialiste de musicologie et d'histoire médiévale, elle dit toujours que la classification entre personnel et communautaire est complètement artificielle et contemporaine et qui ne s'applique pas vraiment à ces genres de textes. Moi, vraiment, je crois que dans ce cas, c'est vraiment ce qu'on voit. Si, par exemple, si on devait noter a priori ce qui pourrait être personnel, lu pour une personne, disons lecture individuelle, on pourrait marquer cela, mais ce qui est vraiment communautaire, c'est cela. Donc, on voit que ça se mélange beaucoup et que ce serait difficile de déterminer de manière claire. Deux dernières choses avant de conclure. Très important, la mémoire. Évidemment, c'est un texte qui a un effet ou un but mémoriel très, très fort, pas seulement pour l'auteur, pas seulement pour la communauté, pas seulement pour le couvent, mais aussi même pour donc la famille, hein, la famille royale. Il y a beaucoup de références au monial qui sont présentes. Aussi, c'est un texte qui est au long de toutes les parties qui est adressé aux femmes. Il y a toujours c'est accordé, donc si éventuellement le malade ou la malade qui n'est pas prête à bien mourir, qu'il, elle, soit informée de ces choses, qu'il puisse sauver son âme. On voit toujours soit masculin, féminin, soit féminin. Et puis, voilà, je reviens à mon projet qui a deux buts. D'un côté, c'est de comprendre déjà les compétences écrites, les savoirs qui se mobilisaient, qui se véhiculaient à partir de ces pratiques liturgiques ou paraliturgiques, et aussi comprendre si cela pouvait être utilisé comme outil d'apprentissage pour les novices. J'ai trouvé jusqu'à 4 références à des maîtresses, enfin des magistes, des maîtresses, oui, des maîtresses de novices, je crois qu'on veut dire français. Donc évidemment, il y avait toute une activité éducative. Et j'ai pensé à ça en fait parce que j'ai trouvé une fois un manuscrit chartreux, à la Grande Chartreuse, manuscrit du XVIIIe siècle, où à la fin du manuscrit, dans les pages vraiment finales, il y avait des notes faites vraiment par une autre main, peut-être un autre possesseur du manuscrit, où il y avait des annotations qui n'avaient rien à voir avec le contenu du manuscrit. Et là, il y avait, par exemple, des déclinaisons en latin. Il y avait des citations en latin de Sénèque, de Cicéron. Et puis, il y avait aussi la lettre de Saint Ignace, pas l'Ignace de Loyola, mais Ignace l'Ancien, qui était écrite en français et en latin. Donc, évidemment, ces pages-là avaient été utilisées comme outil d'apprentissage du latin. Et voilà, cette lettre, en fait, ça venait d'un livre de Louis de Blois, donc un livre spirituel, enfin de spiritualité. Et je me suis dit, en fait, les livres, évidemment, de spiritualité pouvaient être utilisés pour l'apprentissage, par exemple, du latin. Donc, c'est à partir de ce moment-là, et évidemment, avec le grand livre que Evangelio Toiva, Margot Fassler et Hamburger et Susan Marty ont publié il y a 2 ans sur l'apprentissage du latin à partir de la liturgie. Tout cela m'a fait penser à un possible usage pédagogique. En plus, dans le livre de Devociones, il y a au moins 3 parties qui sont plurilingues, qui sont écrites en castillan et en latin. Et pour le reste, il y a des textes en latin ou en castillan. Et précisément, la lettre de Saint Ignace est en castillan et en latin. Donc, peut-être, voilà, ça c'est mon hypothèse, pouvait être un outil d'apprentissage pour les moniales. En outre, dans le projet, veut se questionner sur ces points-là,
mais en plus prévoit l'édition numérique. Donc, pour la première ligne de travail, pardon. Excusez-moi, oui. Donc, cette édition suivra l'encodage XML TEI. Elle sera disponible et en accès ouvert, soit dans la plateforme Telma de l'IRHT, soit dans la plateforme de la Bibliothèque nationale de Madrid. XML, c'est un code de langage base à partir duquel on peut publier, disons, ou rendre public les textes de manière très, très différente. Donc, ça me sert très bien pour faire une structure du texte, pas seulement une transcription, mais aussi orienter le texte vers ce que je veux montrer. Et qu'est-ce que je veux montrer? Alors, ce n'est pas seulement donc, le texte en soi, comme si c'était un texte écrit au XIXe siècle, comme si c'était un texte de littérature, ce qu'on conçoit comme littérature post-romantique, mais j'aimerais en fait retrouver tout ce groupe, disons, de connaissances, de perceptions sensorielles qui étaient autour de la liturgie. C'est-à-dire, mon intérêt est de savoir jusqu'à quel point on peut, avec l'outil de l'XML, aller au-delà des limites de lecture d'un texte, et non seulement relier cela avec des liens, des hyperliens, etc., avec des objets, avec des espaces liés au texte, comme je viens de dire avec la Madonna, par exemple, la Madonna de Madrid, avec le cœur, le sépulcre, etc. Ça, c'est une partie, évidemment, et c'est très important, et je trouve que, évidemment, ça va donner beaucoup de fruits, mais aussi lier le texte aux pratiques et à l'impression sensorielle que ces objets pouvaient impliquer dans tout cela. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais vraiment lire le texte en ayant une impression de gestualité, des arômes, du type de lumière, etc. Et cela le permet, le XML, parce que c'est basé à partir d'étiquettes. Et une étiquette peut être, voilà, un sens, et l'autre peut être l'ouïe, et l'autre peut être... Et on peut choisir et orienter le texte comment on veut le lire, on veut le présenter. J'espère m'expliquer, sinon, en tout cas, vous me demandez après. Après, évidemment, il y a donc l'XML fournit la base parfaite, je trouve, pour ce genre d'approche, puisqu'il fonctionne avec des étiquettes, cela je l'ai dit. Dans une deuxième phase, j'aimerais aussi intégrer des métadonnées, c'est-à-dire des images, du champ, des représentations spatiales de tous ces textes ou des rapports de tous ces textes avec ces images, avec ces sons, etc., qui puissent donner un aperçu des modes de lecture dans les espaces, dans les pratiques, la performativité corporelle, les heures du jour, etc. Il s'agit non seulement de visualiser ces aspects pour comprendre la nature du texte en question, mais aussi un moyen et un outil d'analyse. Les textes qu'on retrouve dans les livres de Devotiones Oficios ont parfois des rubriques indiquant les lieux ou le temps où la pratique devait prendre place, mais il y a beaucoup d'éléments manquants aussi. Et c'est seulement à travers d'une étude comparative ou comparée avec les autres sources et avec les autres couvents, avec les autres pratiques de la même époque, que ces éléments pourront être compris. De cette manière, l'édition que je souhaite réaliser pourrait concrétiser, je crois que pour la première fois, en tout cas, c'est ce que je crois, enfin, ce que j'ai essayé de trouver et je ne l'ai pas trouvé. Enfin, j'ai essayé de chercher et je n'ai pas trouvé. L'idée donc répandue parmi les chercheurs s'occupant de ces aspects, de spiritualité, de dévotion, de culture, selon laquelle il faut prendre en considération vraiment toute la réalité de l'espace pour se focaliser après avec une image ou avec un texte ou avec un son, etc. Donc en conclusion, je crois qu'il y a 4 questions principales. Pourquoi écrire, enfin, l'écriture en soi, pour quelle mission? Est-ce que c'est pour pétrifier des pratiques existantes déjà? Est-ce qu'on crée ex novo? Est-ce qu'on dissémine des pratiques d'ailleurs? Aussi le localisme, est-ce que c'est vraiment local ou pas? Et
là, la publication du texte pourra aider non seulement à retrouver des similarités, mais aussi à d'autres spécialistes de retrouver ce texte qui est difficile disons, à prendre en compte parce qu'il n'est pas trop connu. Aussi, donc l'idée de la mémoire, l'idée de la pratique d'apprentissage ou d'éducation des novices, des moniales, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une conscience, par exemple, de liturgie ou de paraliturgie? Est-ce qu'il y a une conscience d'être dans la norme ou en dehors de la norme? Tout cela, donc, c'est ce que j'aimerais questionner pendant ce projet qui vient de commencer. Merci beaucoup. Ingrid, on ne t'entend pas. Ah oui, tiens, oui, donc je parlais dans le vide, désolée du coup. Donc je disais merci beaucoup à Sergi pour ton intervention très très riche. Voilà, je pense que enfin, j'étais heureuse de t'entendre. Je suppose qu'il y a des questions, donc on a encore du temps maintenant pour la discussion. Est-ce que quelqu'un veut déjà intervenir? Sinon, Naïs lève la main. Vas-y, Naïs. Merci, merci Ingrid. Merci Sergi pour cette belle présentation qui permet vraiment de se rendre compte du coup concrètement de ce en quoi consiste ton projet. Moi, j'avais une question vraiment sur quelque chose que tu as dit tout au début quand tu disais que la distinction entre les couvents et les monastères n'était pas si évidente. Et j'aimerais savoir si, du point de vue des textes que tu as trouvés, il y a certaines pratiques liturgiques ou paraliturgiques qui se définissent plus comme des pratiques monastiques et d'autres comme des pratiques conventuelles, ou si les deux termes font vraiment office de synonymes et dans ce cas-là, il n'y a pas de différence. En fait, moi, ce que j'ai trouvé toujours, soit dans les sources françaises, soit dans celles castillanes, c'était jusqu'au XIVe siècle, le terme couvent, c'est pour dire communauté, okay. Et monastère, l'édifice ou le bâtiment. Et à partir de la fin du XIVe, surtout le XVe, c'est en distinct. Vraiment, il n'y a pas. Surtout, moi, je parle toujours, les sources sont pour les moniales, donc pour les femmes. Hein. Et j'avoue que je ne retrouve jamais un mot. Enfin, ça s'alterne beaucoup. Couvent, monastère, c'est en distinct, sans trop de différence. D'accord. Donc, on parle en fait finalement de culture monastique. Est-ce qu'on parle d'une culture qui est peut-être plus liée au rapport à l'espace architectural et aux pratiques, et conventuelle plus à la définition d'une identité communautaire? Ou tu penses que… Ce serait une définition heuristique d'aujourd'hui pour nous. Mais ça ne répond pas à un usage, disons, terminologique des sources, ça c'est sûr. Après, j'aimerais aussi, là, par exemple, les projets que avec lesquels j'aimerais continuer, seraient plutôt l'articulation entre les religieux et les séculiers. Et à ce moment-là, ce serait intéressant de savoir si on parle de savoir du monastère, du couvent, ou déjà, enfin, le fait que le récepteur soit laïque, est-ce que ça change la terminologie ou pas? Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question? Moi, j'en ai, en fait. Je me permets de te donner la parole. Je trouve que, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la présentation que tu as faite, notamment de l'édition numérique que tu envisages et cette approche sensorielle, en fait, et multifactorielle, en fait, du texte. Et je me demandais, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur comment, d'un point de vue méthodologique, tu envisages de faire pour rétablir justement ces différentes modalités de lecture qui font intervenir les différents sens. Oui. Alors, ça c'est
en fait, je me permets de faire ça parce qu'il y a tout un côté de transcription, donc qui est objectif, non? Et à partir d'un moment, ça commence mon hypothèse, mon étude, qui est pour la plupart, je dois le dire, et je le dis, hein, comparatif, enfin comparé. C'est-à-dire le texte en soi, ça nous donne des indications, surtout concernant l'espace et le moment de la journée. C'est typique du genre de ce genre de sources. Par contre, par exemple, le fait d'utiliser de l'encens ou pas, on va le retrouver ailleurs, dans un, je sais pas, dans un manuel, dans un processionnaire, par exemple, qui donne plus d'informations sur ce type de choses, ou alors dans les chroniques, ce que je disais, les chroniques surtout de la fin du 15e et début du 16e, donc qui ont la mémoire ou qui visent des pratiques qui étaient existantes pendant la période concernée. Là, on nous dit, enfin, on nous donne pas mal d'informations. Après, j'avoue que le monde de la liturgie, c'est un monde qui me dépasse absolument, que c'est tellement énorme, il y a tellement de localisme, il y a tellement de variations que toujours, en fait, ce que je veux faire, là, je suis en train de transcrire, mais ce que je veux faire pour tout ce qui est étiquette, par exemple, si à un moment je dis, dans ce cas, on allume des cierges, donc il y a il y aura plus de lumière. L'étiquette sera donc celle de la lumière, celle de la perception visuelle, mais ça ira accompagner d'une étude dans laquelle il y aura la référence, dans laquelle on sait qu'on allumait des cierges à ce moment-là. D'accord? Et cela, ce sera un paratexte. Si vous ne me suivez pas, vous pouvez parce que j'essaie d'expliquer. En fait, ce sont deux choses. Un, on a le texte dans lequel on lit et on peut choisir quels sont les aspects qu'on veut souligner. On peut tout mettre, évidemment, ou on peut dire, là, on veut qu'on me souligne là où il y a des aspects qui rapportent à l'odorat. Et après, il y a un autre paratexte, c'est le texte et le paratexte. Le paratexte ne peut pas interagir avec l'utilisateur, c'est un texte fixe, mais dans lequel je peux rajouter toutes les références qui justifient les choix que j'ai mis dans le texte principal. Est-ce que c'est compréhensible? Tout à fait. Oui. Merci. C'est très académique finalement, c'est juste mettre la référence, la citation dans laquelle on retrouve mon choix, disons. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ah, Agnès, oui. Mais dans la suite de ce que tu dis, donc est-ce que tu prévois, enfin je sais pas, tu l'as peut-être dit et puis je l'ai raté, hein, mais tu prévois puisque ça sera en ligne évidemment, d'insérer ça dans des lieux aussi, enfin je veux dire précisément dans des plans ou parce qu'idéalement, si tu veux, pour restituer, pour essayer comment dirais-je, de restituer vraiment l'environnement de lecture, de perception. Il faudrait aussi, tu l'as dit tout à l'heure, que tu t'intéressais bien sûr à ces dimensions d'espace, de circulation. Enfin voilà, donc alors c'est peut-être un autre projet, hein, je ne sais pas, peut-être c'est le projet suivant, mais voilà, ça me paraît. Oui, moi j'aimerais stipuler les espaces dans lesquels chaque texte est lu. S'il y a changement d'espace, parce que parfois, donc, pendant une procession, par exemple, on change d'espace. Par contre, c'est vrai que moi, j'assure, disons, tout l'encodage du texte, la transcription, l'encodage, mais pas la visualisation. Ça représente des moyens déjà économiques et informatiques que j'ai pas. Et donc, ce serait magnifique de pouvoir faire ça avec un site web, par exemple, donc pas seulement dans une base repositoire comme ce que j'ai dit, le Telma ou la Bibliothèque nationale, qui ont été très aimables à accepter ça. Mais ça, ce sera donc un repositoire. Après, ce serait génial, je trouve, de pouvoir faire
vraiment un site web ou intégrer dans un site web toute cette information avec toutes les images, parce que vous avez vu, il y a quand même, c'est assez exceptionnel, je trouve, l'ensemble de sources qu'il y a dans ce courant. Donc, mettre toutes les images serait aussi intéressant, je trouve. Oui. Ok, merci. Je vois la main levée de Naïs et puis Ralph. Oui, si je peux juste poser une autre question. Moi, évidemment, j'étais intéressée par les images et par tout l'appareil figuratif qui était dans le manuscrit. Et je m'interroge finalement, un peu comme toi, sur le destinataire de ce livre, parce que en même temps, on a un appareil figuratif qui est assez riche avec des dorures, etc. Et en même temps, c'est un appareil figuratif qui est très, qui n'est pas du tout narratif. Et donc, je trouve ça surprenant. Ça dépend du destinataire en réalité, mais je trouve ça surprenant surtout pour un manuscrit qui est susceptible de venir d'un contexte observant, où généralement on a des manuscrits, ceux qui ont des images narratives, ou en tout cas à visée exemplaire, et d'un autre côté, des manuscrits qui sont plus à visée pratique, et donc qui n'ont pas les dorures ou les motifs marginaux que tu as. Donc, je trouve que d'un point de vue vraiment de la composition et de l'organisation de la mise en page et des liens de l'organisation texte-image, il est assez surprenant. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est vraiment très intéressant parce que, en fait, moi, j'aimerais avoir des retours sur tout cela, parce que moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. D'abord, j'aimerais pouvoir le voir en vrai, parce que là, j'ai montré des images qui m'ont prêté la Bibliothèque nationale, mais déjà, la qualité, vous avez vu, ce n'est pas exceptionnel. Et puis, j'aimerais voir aussi, est-ce qu'il a été vraiment relié à ce moment-là ou a été relié plus tardivement? Est-ce que c'était des petits cahiers qui étaient séparés? Et ça, par exemple, la décoration aussi, ça nous montre, ça pourrait nous montrer cela. Mais après, toute cette idée de l'observance, j'ai dit, c'est très important, mais surtout, c'est très important pour moi pour dire que non, ce n'est pas comment dire, peut-être que c'est une observance avant la lettre, mais ce n'est pas la réforme observante qu'on connaît, en plus en Espagne, enfin, dans le péninsule ibérique en général, ça a été fait vraiment dans les dernières années du XVIe siècle et début dernière du XVe et début du XVIe. Et là, dans ce cas, vraiment, on retrouve presque rien de la réforme observante, même pas cette idée de retour aux sources, ou retour à la vie d'avant, etc. Pas du tout. Ce qu'on voit, c'est juste, c'est le même procédé, dans le sens que c'est vrai qu'il y a une volonté de réécrire les pratiques liturgiques. Et là, c'est pour ça qu'on a voulu le relier à l'observance. Mais pas du tout, ou alors, il y avait d'autres manières de faire des réformes qui répondaient dans ce cas, à des trucs vraiment plutôt locaux. Et le fait qu'on ait donné le privilège à ce monastère, on ne sait pas trop à qui ça fait référence, mais un monastère de dire les heures comme Constance les avait fait, ça veut dire que c'était connu et que ça pouvait être répandu avec cette idée de migration liturgique dont j'ai parlé. Oui. Mais oui, en tout cas, les images, pour moi, c'est important aussi de savoir si c'était vraiment riche ou pas, si c'était à la mode à ce moment-là, parce que l'écriture, tu as vu, Naïs, tu en connais, oui. C'est une écriture qu'on peut plutôt dire du XIVe siècle, mais ça a été prouvé et bien étudié par des codicologues, et c'est bien du XVe. Donc, c'est déjà très daté. Pourquoi même les reliures, moi, je les trouve un peu plus vieilles, disons, un peu plus anciennes, je ne sais pas comment dire, pas vraiment du XVe. Donc, je ne sais pas encore.
Ok, merci. Ralph? Oui, merci Sergi, c'était en effet passionnant et donc j'ai particulièrement apprécié, tu t'en doutes, l'idée d'édition augmentée, je ne sais pas si on peut dire ça, parce que ça rejoint un peu ce qu'on avait essayé, mais encore plus modestement dans le cadre du projet Culture du spectacle baroque, avec les fêtes de canonisation de 1622 d'Ignace de Loyola et de François Xavier. Et donc on avait tagué effectivement les textes pour renvoyer à ces références multisensorielles, mais ça n'était qu'une indexation, ça n'allait pas plus loin. Et donc je vois que là tu franchis une étape de plus. Mais ma question, c'est un peu dans le prolongement de celle d'Agnès, c'est de savoir au fond jusqu'où on peut aller dans cette direction-là, avec les moyens nécessaires évidemment, hein, mais peut-être pas nécessairement pour sortir de l'idée d'édition scientifique, accessible finalement à un public assez restreint, mais de communication vers un plus large public. Alors pas jusqu'à voilà, la remise avec un casque de réalité virtuelle, mais quelque chose qui puisse faire parler autrement ces textes par les moyens des Digital Humanities. Donc, est-ce que c'est une chose vers laquelle tu pourrais éventuellement tendre? Est-ce que tu peux imaginer que ce soit un débouché, sortant ainsi de nos précarés scientifiques pour communiquer plus largement? Je ne sais pas si c'est dans tes projets. Oui, absolument. En fait, j'aurais aimé pouvoir le faire et je pense, enfin, je trouve que d'abord, l'XML, ce qui me permet, c'est d'avoir une structure claire, une base dans laquelle j'ai mis tout ce que je veux dire ou ce que je ressens, ou ce que je trouvais, disons, qu'on pourrait profiter après pour éventuellement visualiser cela. Soit, comme tu dis, en réalité virtuelle, soit avec des images. J'avais parlé, par exemple, avec une architecte qui fait des modélisations 3D. Mais ce sont des connaissances, je me répète encore une fois, je ne les ai pas et j'ai trouvé que ça me poserait beaucoup de problèmes, surtout beaucoup de temps, ça m'impliquerait vraiment beaucoup de temps pour acquérir ces compétences. Mais ce serait génial pouvoir l'envisager dans un autre projet, par exemple un projet complémentaire peut-être, ou même, je sais pas, moi j'avais pensé, j'ai connu un projet suisse qui s'appelle Medieval Convent Drama, où ils font des représentations théâtrales des mystères qu'ils trouvent dans les textes, et ils essayent vraiment de restituer, alors s'il y avait beaucoup de lumière, peu de lumière, est-ce qu'ils voyaient vraiment devant eux ou pas, est-ce qu'on a enlevé le voile, est-ce que vraiment des précisions que j'ai pas trouvées ailleurs, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres projets comme ça. Et celui dont tu m'as parlé, donc des spectacles baroques, par exemple, je ne le connais pas, mais j'imagine que c'était encore plus, évidemment, plus spectaculaire, parce qu'on connaît les spectacles baroques. Évidemment, on pourrait faire des choses magnifiques. Et c'est vrai qu'il faut aller un peu plus loin du scientifique. Mais là, je dirais que parfois, ça nous étonnerait combien ça peut faire parler ou combien ça peut faire penser des représentations qu'on trouve ou qu'on pense grand public et pas scientifique, mais aussi pour les scientifiques. Et là, c'est pour ça que j'ai parlé du projet suisse, parce que elle me disait, c'était une prof de Fribourg et une prof de Birmingham qui avait fait ça, et ils m'ont dit, en fait, avec la représentation, avec la mise en scène réelle, on a complètement changé des aspects, des catégories scientifiques avec lesquelles on étudiait les textes. Donc, ça nous a fait voir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Après, donc, voilà, comme je disais, avec ce projet, je crois que j'ai le matériel pour faire quelque chose de plus, mais je ne sais pas encore comment, et il faut que je cherche une manière plus simple, peut-être, pas vraiment avec modélisation 3D ou un truc comme ça, mais des choses un peu plus simples pour donner cette idée. Parce qu'en plus, vraiment, l'idée de visibiliser tout cela avec une page web plutôt simple peut-être, mais avec des réalités augmentées, comme tu dis, ou un texte augmenté, oui, ce serait génial. Ouais. Super. Merci. Merci.
Avant de passer la parole à Fange, qui avait une question, je voulais juste rebondir là-dessus en disant que tu parlais éventuellement de financement ultérieur pour mener à bien cette dimension pratique, aussi qu'il y a une dimension de vulgarisation scientifique. Je pense que ce serait intéressant pour toi de regarder les conditions, le fonds Wernars du FNRS, c'est un fonds pour la recherche et la diffusion des connaissances. Ils ont trois instruments de financement, une bourse, un prix pour la vulgarisation scientifique et des subventions aussi. Je vais te mettre le lien dans la conversation, pardon. Je pense que ça pourrait être peut-être intéressant pour toi. Voilà. Merci. Et donc, je passe la parole à Fange qui avait aussi une question. Oui, plus une remarque qu'une question sur les questions paléographiques. Alors, je ne connais pas grand-chose au domaine ibérique, mais en tout cas sur les terrains italiens, ce type de graphisme dure dans les ouvrages liturgiques dure même jusqu'au début 16e. Donc c'est pas si exceptionnel que ça, il me semble, aussi parce que tout simplement, enfin, ça se maintient tellement fort que même dans le monde de l'imprimé, on crée des fontes qui reproduisent ces graphies archaïques. Mais tout simplement parce qu'elles sont associées à la liturgie. Elles deviennent une représentation de la liturgie. Et c'est assez intéressant parce que je pense que ça montre paradoxalement que c'est pas nécessairement des ouvrages performatifs. Ils sont faits autant pour représenter la liturgie que pour faire la liturgie. Ça, c'est évidemment, comme tu disais, pas très clair. Mais le maintien de ce type de graphie est assez significatif. Les derniers exemples que je connais en Italie comme ça, c'est les livres de Flagellan, les Battuti, qui maintiennent ça jusqu'en 1530. C'est étonnant. Et voilà, c'était juste une remarque comme ça sur les... Non, absolument. En fait, vous avez absolument raison. Et en fait, c'est ce que je voulais dire quand j'ai dit que peut-être cela nous donne cette idée qui était conçu comme livre liturgique. Parce que c'est encore dans la Bibliothèque nationale de Madrid, d'Espagne plutôt, c'est encore intitulé comme bréviaire. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup, comme je viens de montrer, pas seulement les contenus, mais aussi le fait d'utiliser ce graphisme ou cette écriture, nous dit que c'était déjà conçu à l'époque comme relevant ou relié à la liturgie et pas seulement à la prière personnelle. Et c'est pour ça aussi que je le mettais à côté de l'autre, qui est un peu plus, ça a été fait une cinquantaine d'années avant, mais qui ne suit pas cette idée-là, ce graphisme-là. Et donc, ça veut dire que dans ce cas, dans le Libre Devociones, dans le deuxième, je crois que le choix de l'écriture est pour vraiment stipuler que c'est un livre liturgique, pas seulement de prière personnelle, mais aussi de codage d'un rituel local, peut-être. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, en fait, de toute façon, cette distinction entre, comme vous l'avez dit, cette distinction entre liturgie collective et privée, un peu de mal. Le problème vient aussi de qualifier ce genre d'ouvrage que de bréviaire ou de livre d'heures, tout ça. Comme vous l'avez dit, c'est des catégories modernes qui correspondent pas à des pratiques. Mais ce qu'il y a, c'est que l'usage privé de la liturgie, c'est-à-dire en tant qu'objet, je pense qu'Ingrid connaît ça par cœur, objet qu'on va posséder juste pour représenter quelque chose qu'on fait sans nécessairement devoir le faire. Hein, c'est le cas de pas mal de livres d'heures, je pense. Le livre d'heures, on n'est pas nécessairement obligé de le lire pour qu'il soit efficace. Le faire copier, déjà, c'est beaucoup. Faut l'avoir. Et donc, il y a un réel problème de la performativité, enfin, au sens de Austin, de ce genre de choses. Okay. Très bien, non, très bien. Et je suis complètement d'accord. Et en fait, je crois qu'il faudrait
séparer l'intention de copier le texte, c'est-à-dire quand on s'inscrit dans un genre, et ça c'est très clair à cette époque, si on fait une hagiographie, on est conscient de faire une hagiographie. Si on fait une bréviaire, on est conscient de faire une bréviaire. Si on fait, je sais rien, une œuvre de méditation, on est conscient de faire une œuvre de méditation. Et c'est là où je disais donc qu'il y a une conscience de faire un livre qui ressemble ou qui rappelle au livre liturgique. Après, les usages qu'on en fera, ça dépend beaucoup. Et ça pourrait être vraiment complètement pluriel et varié, je trouve. Hein. Oui, oui, tout à fait. Merci. Merci. Une autre question, remarque? En tout cas, je dois aussi parler beaucoup avec des musicologues parce que c'est aussi tout un domaine très, très de difficile accès, disons, pour historiens, pour historiens de l'art, je trouve, et que ça nous parle toujours et on a beaucoup de choses à nous dire. À chaque fois que je travaille avec des musicologues, ça me donne beaucoup de nouvelles questions et des réponses parfois. Ouais. Et moi, je me demandais aussi, ici, on n'est pas du tout dans cet ordre-là, mais les questions aussi entre liturgie, pratique dévotionnelle, pratique commune privée. Pour la liturgie, par exemple, chez les Chartreux, ça se pose de manière encore tout à fait différente, puisqu'il y a la liturgie se fait dans l'église, mais aussi dans la cellule. Et donc, finalement, je me demande dans quelle mesure les distinctions qu'on opère, nous, aujourd'hui, il en était en fait peut-être même pas question à cette époque-là, formulée telle quelle en fait. Et de la même manière que de manière plus générale, la différence entre pratique dévotionnelle privée et publique, les relations entre les sphères publiques et privées, au Moyen-Âge, il y a des travaux, à la fin du Moyen-Âge, des travaux qui ont montré qu'en fait, la conception qu'on en a aujourd'hui est totalement différente de l'époque. Donc il y a aussi une question de cadre de référence à adapter. Oui. Oui, je suis complètement d'accord. Et moi, je voulais juste dire, en fait, avec cette idée de faire plus d'emphase sur le communautaire, de faire plus d'emphase sur la sphère même publique, etc., c'était que je trouve que comme tous les historiens du 19e et 20e jusqu'à il y a récemment ont été influencés par une idée post-romantique, post-freudienne, disons, de la production littéraire. Je trouve que dans ce cas, ce que j'ai lu, les peu de choses que j'ai trouvées qui prenaient en considération le manuscrit en question, ils envisageaient toujours comme si c'était de la littérature genre Alexandre Dumas, qu'on lisait du début jusqu'à la fin, que c'était vraiment pour la lecture, avec cette idée et même ils utilisaient l'image du sépulcre comme disant oui, vous voyez, là, elle se représente avec un livre, c'est peut-être son livre elle est en train de lire. Là, je disais, mais c'est tellement simple que ça ne peut pas être vrai, je sais pas. Et donc, c'est pour ça, donc, pour donner un peu plus d'emphase à cette idée il y a mille manières de posséder un livre, d'utiliser un livre, de copier un livre, de lire et de, évidemment, voilà, pratiquer ce qu'il y a dans un livre. Si c'était pratiqué, c'est peut-être, par exemple, il y a aussi l'hypothèse que ça a été fait, mais jamais mis en pratique. Sauf que le seul indice qui me dit que ça a créé vraiment une pratique dans ce couvent, c'est la référence de 1617 où on dit qu'il y avait la représentation sur les clous. Et là, je n'ai pas trouvé d'autres textes focalisés sur les clous de la Passion. Et en plus, c'est du même couvent, donc j'imagine que ça se faisait vraiment j'imagine, comme une espèce de mystère où les représentations des flagellants, vous avez parlé des flagellants tout à l'heure, ils faisaient aussi ce genre de représentation théâtrale.
Je vois que Naïs a relevé la main. Et Franck, je ne sais pas si ta main est levée depuis tantôt ou si c'est une nouvelle intervention. Donc, je propose qu'on laisse parler Naïs et puis on... Ah non, voilà. Donc, Naïs, à toi. Et Franck, après. Une petite question, je voulais savoir s'il y avait un interlocuteur au propos, au discours qu'elle tient dans le livre. C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'adresse à un lecteur en particulier? Est-ce qu'il y a des injonctions, par exemple, à cette heure-ci de la journée, tu devras faire ça? Ou est-ce que c'est implicite, elle décrit un processus qui doit s'effectuer dans la journée sans s'adresser à personne? Parce que ça dit aussi beaucoup de choses du genre du livre et de la façon, comme tu disais, dont on le possède. Est-ce qu'on le possède pour le lire, pour le pratiquer ou simplement pour l'avoir en tant qu'objet? Et dans ce cas-là, il a une valeur un peu plus symbolique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Oui, oui. Je dois regarder bien cela parce que je sais pas toutes les références, mais normalement, ce qu'on trouve, c'est dans dans presque tout le volume, on l'utilise à la troisième personne au neutre. Disons, ça se doit faire comme ça. Oui. Donc, c'est plutôt prescriptif, je dirais. Et vers la fin, vers Lars Moriendi, c'est vrai qu'il y a un tu. Tu dois faire ça, tu dois demander. Parce qu'on trouve aussi un autre style. Là, le style de Lars Moriendi, encore, on rentre dans les genres, non? Mais c'est intéressant. C'est beaucoup plus privé, disons. C'est beaucoup plus. Voilà, quand la personne est en train de mourir, tu dois lui demander cela. Mais c'est très intéressant et il faut que je regarde toutes les références, oui. Et je pense que dans les modalités énonciatives, il y a souvent des choses qui nous disent des choses. Et j'en profite juste pour te dire, parce que j'y pense, que l'année prochaine, à la Sorbonne, il y aura un colloque sur justement les pratiques de lecture et les liens entre le livre matériel et le lecteur qui le lit, mais dans l'Antiquité tardive, c'est-à-dire premier christianisme jusqu'à la naissance du Moyen-Âge. Et on a besoin de ça depuis très longtemps et ça s'organise enfin. Donc peut-être que tu pourras trouver des choses aussi. Enfin, on en reparlera, mais j'y pense là, comme ça. Ouais. Merci. Fange? Oui, je voulais juste revenir un instant sur la question de l'office des clous. Il y a des reliques de la Passion dans le monastère? Non? Non. Non, elles ne sont pas. Parce que ça, ce qui arrive, enfin, j'en ai vu parfois, c'est vrai qu'un office des clous, je ne connais pas, mais souvent, ce type d'office de la Passion sont liés à des reliques, des réadaptations de classiques comme l'office de la Croix ou le petit office de la Passion, qui sont après réadaptés autour de reliques spécifiques. C'est pour ça que je me suis demandé, c'est vrai que... J'ai pas trouvé de référence, mais c'est intéressant de l'avoir oui, dans l'esprit parce que on ne sait jamais. Non, en fait, le texte en soi parle beaucoup des clous et fait une énumération au style, disons, voilà, de méditation, etc. Mais c'est vrai qu'il y a en fait, moi, ça me semble beaucoup, ou ça me fait rappeler la descente de la croix. Vous avez vu les représentations de la descente parce qu'on dit là, on enlève un clou et il y a toute une louange du clou. Là, on enlève l'autre clou. Donc, tout cet aspect, c'est ce qui me fait le rapprocher aux représentations presque, disons théâtrales de la descente. Enfin, plus que théâtral, là, ça ressemble beaucoup aux anamnèses de la Passion, en fait. Oui, oui. Et donc, assez logique. Donc, c'est assez logique que ce soit qu'ils aient opté pour le format des heures canoniques, puisque c'est précisément sur les heures canoniques, enfin, classiquement, que les exercices d'anamnèse se calquent. Ça crée une structure assez efficace pour ce genre de pratique. D'accord, merci. Enfin, en tout cas, pour tout ce que sont les offices de la Passion classique fin 14e et puis tout le 15e, c'est vraiment toujours lié à des exercices de réitération mémorielle
pour vivre la scène en présence. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait surprenant qu'on ait développé ça sur les clous. Ça semble bien être dans cette tradition-là, effectivement. Oui, en effet. Et en fait, ça rappelle beaucoup aussi, je l'ai dit, il y a certains textes qui rappellent beaucoup la Vita Christi, disons, typique, qui s'est beaucoup développé à ce moment-là, et toutes les pratiques de méditation propre du 15e. Mais encore une fois, je trouve l'office des clous, ça n'a rien d'office, en fait. Et enfin, je trouve que c'est le texte le plus surprenant de tout le volume. Et enfin, je vais le partager quand je l'aurai rentré. Et vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Il n'y a pas la structure liturgique avec les nocturnes, les hymnes, les... Non, c'est après. Après, c'est rajouter, en fait, disons, les heures canoniques. Et après, même, il y a la messe. Mais il y a l'office, ce qu'elle dit, ce qu'elle appelle l'office, c'est un texte plutôt méditationnel ou de méditation. Pardon, il n'y a même pas un minimum hymne et oraison. Non. Même pas. Ah oui. Non, c'est pour ça que, en fait, j'ai écrit les heures, mais ce n'est pas un office. Et c'est après qu'elle rajoute les heures et la messe. Mais le texte en soi, non, c'est... Alors, c'est une horloge de la passion, tout simplement. Alors, oui, peut-être. Comme ça, enfin, spécialisé sur les clous, mais il y en a... Ça ressemble vraiment à ça, en fait, où on ne prend que la structure de l'office canonial, mais en fait, donc la liturgie sert ici d'hypotexte, pour ainsi dire, et on a un texte qui est en fait un support méditatif. Il ne faut pas lire ça comme une performance liturgique au sens fort, mais bien comme un rapport d'intertextualité entre une pratique liturgique et une production dévotionnelle, enfin appelons-la comme on veut. Et là-dessus, quand on a des traces de chant, juste pour finir avec ça, c'est assez déterminant, puisqu'on voit, j'ai un cas comme ça de Petit Office de la Vierge, tout écrit pour le luth. C'est beaucoup plus tardif, mais qui reprend tout le texte de l'office, mais qui lui confère une forme sonore qui est évidemment tout sauf liturgique, et qui permet de jouer toujours comme ça entre une pratique dévotionnelle et de la placer toujours en tension avec son hypotexte liturgique. Et c'est peut-être, je pense, la question des formes sonores qu'on confère à ce type de pratique peut assez facilement, est assez pratique pour remplacer le problème entre liturgie collective et liturgie privée. On voit bien qu'on s'en sort pas de ce truc. Et par contre, quand on regarde la manière dont à quel type de domaine d'élocution c'est associé, est-ce que c'est du plein chant, quelque chose qui est proprement spécifiquement liturgique, ou au contraire toute autre forme d'autres formes qui vont jusqu'à la chanson parfois. Là, on retrouve ce passage-là, mais en évitant l'écueil du privé-public qui marche pas très bien. Très bien, très intéressant. Moi, j'ai regardé aussi, par rapport à la musique, d'autres textes similaires de la même région. Par exemple, à Tolède ou à Valladolid. Aussi de couvents féminins de Clarisse ou de dominicaines avec ce genre de texte. Et par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, à ce moment-là, il y avait beaucoup ce mouvement de reprendre des textes qui étaient
propre d'un monastère. Je ne sais pas s'il chantait ou récitait ou dit, disons, mentalement, et lui donner des contrafacta avec des mélodies complètement différentes d'ailleurs, qu'elles utilisaient pour réactualiser, disons, les textes. Et il y en a 2 ou 3 qui sont similaires par le type de texte liturgique, etc. Mais je ne sais pas si c'est spécifique de cette époque et de cette région, ou c'était, par contre, j'imagine, je crois qu'en Italie aussi, ils le faisaient, je ne sais pas ailleurs. Oh, je pense que ça, on peut le trouver un peu partout. Enfin, en tout cas, ce type de processus. Bon, l'Italie 15e, je connais bien. Pays-Bas, je connais mieux le 17e finalement. Mais il y en a, on voit encore ça au 17e dans les Pays-Bas. Mais j'imagine Ingrid bien avant aussi. Oui, mais là, je sais pas vraiment mon super domaine d'expertise, je dois dire. Donc, je vais un peu sortir ma carte joker. Et dans ce cas, excuse-moi, juste pour en finir un peu. J'aurais des questions un jour ou l'autre, justement. Juste pour en finir, et donc dans ces contrafacta, il y avait des polyphonies, il y avait du plein chant et des mélodies qui sont unissones, mais disons, typiques. Oui. Il y a un peu de tout. Oui, mais c'est souvent comme ça qu'on retrouve des réélaborations, que ce soit en plein chant musical ou en faux bourdon ou carrément en polyphonie. Et ça, c'est assez compliqué à comprendre, en fait, à interpréter, parce que selon les ordres qui acceptent ou qui refusent la polyphonie, mais il y a des manuscrits comme ça à Windesheim, par exemple, qui font exactement ça. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Non, bah dans ce cas, je propose qu'on arrête le séminaire maintenant. On est presque à 16 heures, donc voilà, on aura bien rentabilisé ces 2 heures de rencontres virtuelles, en espérant que bientôt on pourra se revoir en vrai. Et donc, on se donne de toute manière rendez-vous la semaine prochaine pour un autre séminaire de présentation de recherche du GMK. Donc, c'est le 18, donc c'est jeudi prochain. Hein. Et là, c'est Naïs qui nous présentera son projet postdoc sur les diagrammes et la classification des minéraux. Donc voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Et encore merci beaucoup à Sergi pour ton intervention très, très, très stimulante. Et donc, on se réjouit de voir la suite et les avancées du projet. Voilà. Merci tout le monde. Bonne journée à tous.